Alors, je tiens d'abord à remercier à mon tour les organisateurs de ce beau colloque, les professeurs Menger et compagnons, et Céline Surprenant pour m'avoir invité à parler de Georges Renard. Le 2 décembre 1929, voilà. Donc le 2 décembre 1929, Georges Renard prononce la séance d'ouverture de son dernier cours, ayant atteint l'âge fort avancé de 82 ans. Ce cours, intitulé « L'évolution du travail et de la condition des travailleurs », est la synthèse de recherches qu'il mène depuis 1907, lorsque sa chaire, intitulée « Histoire du travail », est déplacée du Conservatoire des Arts et Métiers vers le Collège de France. Il convie son auditoire à, je cite, une vaste récapitulation doublée d'une étude de sociologie, en partant non point de principes a priori, mais des données précises que la méthode historique nous fournit comme base. Et il met son public en garde contre toute tentative prématurée de réduire à l'action d'une seule cause la complexité des événements qui se passent dans des milieux si divers. Cette conception unilatérale fait le fond de la théorie qu'on a nommée le matérialisme historique. Il consiste à déclarer que les formes de la production commandent toutes les autres branches de l'activité, religion, morale, beaux-arts, littérature, que les transformations économiques déterminent à elles seules toutes les autres, que rien ne peut se faire qui échappe à l'influence souveraine de cette infrastructure. Ni Marx ni Engels ne sont explicitement cités dans cette leçon, mais évidemment, l'expression de matérialisme historique attire le regard et ne saurait tromper. C'est bien contre la méthode marxiste que la réflexion de Georges Renard s'est construite, et il s'agirait de savoir comment ce rapport critique s'est élaboré dans cette enceinte pour fonder cette étude de sociologie. Cette question, elle est à la fois très simple et très mystérieuse. La simplicité tient dans la précocité avec laquelle Georges Renard souligne parfois violemment les failles de la pensée marxiste. Ces réserves s'expriment dès 1887, ce qui constituera le point de départ de ma recherche, et non pas 1894, puisqu'en 1894, lorsqu'il prend la tête de la revue socialiste, il ne fait que systématiser ses critiques contre le marxisme. Le mystère tient, lui, dans la permanence de ce rapport critique qui semble inchangé jusqu'à ses dernières interventions publiques. Renard, après tout, aurait très bien pu considérer que le débat était clos dès les années 1890, alors qu'il n'en est rien. Du coup, est-ce que le maintien de cette confrontation tient à son engagement socialiste? Et alors, de quel socialisme parle-t-on? Ou alors, est-ce que ce maintien de la confrontation tient à des principes scientifiques? La longueur même de cette discussion critique, près d'un demi-siècle, permet également de saisir à travers Georges Renard les rythmes des lectures du marxisme en France, dans les milieux intellectuels et politiques, et des outils qu'il faudrait mobiliser pour en comprendre les ressorts. Avec Georges Renard, l'historien peut s'efforcer de répondre à ces questions parce que l'historien dispose de toutes les traces de son activité intellectuelle. Le fonds qu'il a légué à la Bibliothèque historique de la ville de Paris à sa mort, et qui conserve dans ses fonds 146 boîtes de manuscrits, de mémoires, de carnets, de correspondances, mais aussi tous les brouillons de ses cours au Conservatoire des Arts et Métiers, ainsi qu'au Collège de France. Ce riche matériau est complété par le dossier Georges Renard conservé au Collège de France, que j'ai pu consulter grâce au service des archives, que je tiens ici à remercier. Et j'ai également travaillé à partir des publications de Georges Renard, non seulement ses ouvrages publiés, mais aussi les nombreuses revues et journaux dans lesquels il a publié sa vie durant. Ces sources pléthoriques permettent de saisir, et je paraphrase le titre d'un de ses ouvrages publiés en 1907, son travail intellectuel à l'œuvre. Ces sources permettent de restituer, par une approche matérielle et concrète des idées, la façon dont Georges Renard a dialogué toute sa vie avec le marxisme et ce qu'il en a fait dans ses enseignements au Collège de France. Et pour ce faire, je procéderai en 3 temps. Le premier pour montrer comment et à partir de quoi se construit la critique du marxisme par Georges Renard, montrer ensuite que ce rapport au marxisme doit être compris dans la recherche inaboutie d'un socialisme français qui ne se situerait pas dans le champ gravitationnel du marxisme. Et dans un dernier temps, je m'efforcerai de montrer comment cette critique politique, sans s'interrompre après 1900, est réinvestie dans ses enseignements pour jeter les fondements d'une science sociale du travail. D'abord, pour Georges Renard, il s'agit de penser le marxisme sans Marx. Donc, il est né en 1847, il s'engage en politique dès ses années normaliennes, il est volontaire lors de la guerre franco-prussienne, il poursuit la lutte dans la Commune de Paris et devient secrétaire du délégué à la guerre Rossel.
Et de ce point de vue, Georges Renard appartient à la génération communarde, celle de Benoît Malon, de Jules Guesde, dont il sera beaucoup question ensuite. Mais sa très grande originalité par rapport à ses contemporains, c'est sa formation intellectuelle et littéraire. Il est condamné en 1873 et doit commencer sa carrière en exil, d'abord comme professeur de collège à Vevey, puis comme professeur de littérature française à la faculté des lettres de Lausanne, où il reste jusqu'à ce qu'en 1879, un prix de poésie conféré par l'Académie française force la compagnie à appuyer l'amnistie pour ne pas avoir à récompenser un insurgé. Et du coup, il bénéficie d'une amnistie anticipée qui lui permet de revenir en France grâce à ce prix délivré par l'Académie française. Donc Renard n'est pas devenu un militant internationaliste, il n'est pas non plus un professionnel de la Révolution, ses convictions républicaines restent très ancrées et sa sensibilité à la question sociale reste très vive, mais son socialisme reste, lui, très vague. Quand il revient en France, c'est une déception parce que sa carrière a été interrompue, il n'a pas pu obtenir l'agrégation, il n'a pas soutenu de thèse, il ne peut pas retrouver une position équivalente à celle qu'il occupait en Suisse. Il va donc vivre brièvement entre 1880 et 1887 en France, avant de revenir en Suisse, reprendre son poste de professeur de littérature à Lausanne, en 1887, où il va vivre jusqu'en 1900, dans un entre-deux entre la Suisse et la France, et il en retient cette très jolie formule, « rentrer d'exil, c'est s'exiler aussi ». Et c'est dans cette situation d'entre-deux qu'il va élaborer sa critique du marxisme. Celle-ci procède d'une triple réflexion destinée à être publiée dans la Nouvelle Revue, à la fois littéraire sur le naturalisme, philosophique sur l'influence allemande et politique sur le socialisme. La première, publiée en 1884, interroge la transition entre un naturalisme considéré comme déjà passé, pessimiste et matérialiste, et un idéalisme en germe qui doit rénover la littérature française. La seconde réflexion reprend la thématique de la crise allemande de la pensée française, pour reprendre l'expression consacrée de Claude Dijon. Renard expose à quel point la France se trouve mise à l'école de l'Allemagne, à la fois dans sa méthode scientifique, qui consiste à soumettre toute chose à une analyse sévère et à accumuler les observations de détail, à étudier les faits à la loupe, mais également soumise à son culte de la force. Et en fait, cette idée d'un modèle allemand s'oppose à la théorie française, idéaliste et rationaliste, qui croit à la perfectibilité sociale et humaine. Et à ce stade, vous voyez qu'il n'est pas question encore ni de Marx ni du marxisme, puisque Renard prévoit un troisième volet à cette étude, dans lequel il discuterait du socialisme et de ses idées. Pour cet article, c'est Benoît Malon qui va jouer un rôle de Cicérone dans l'écriture de l'article. Il s'agit d'un ancien communard qui est membre de l'Association internationale des travailleurs et qui s'est violemment opposé à Marx en 1871-72. Il tisse un réseau particulièrement dense en exil, il correspond avec les principaux théoriciens du marxisme et du collectivisme, et il rencontre Georges Renard à Paris parmi les amnistiés de la Commune dans les années 1880, alors qu'il dirige la Revue socialiste. Il considère cette revue comme un espace de discussion dans lequel pourrait s'élaborer, par des sensibilités différentes qui discuteraient, une théorie socialiste synthétique qu'il baptise socialisme intégral. Renard ne semble pas avoir lu Marx à cette époque-là. C'est Benoît Malon qui lui donne faits et documents par la correspondance. Il lui adresse ainsi un certain nombre de documents en 1886 et il explique la théorie de la valeur dans une lettre en septembre 1886 également. La lecture que fait Renard de Marx et du marxisme est donc très largement filtrée par celle de Benoît Malon, elle-même particulière parce que exclusivement politique et pas scientifique. Si certains aspects de Marx se sont admis, comme la théorie de la valeur, ce sont moins ses apports scientifiques que ses propositions politiques qui attirent l'attention. Les textes de Marx à l'époque sont très peu disponibles pour les lecteurs français. L'anti-Düring d'Engels n'a pas encore contribué à fixer une définition claire du matérialisme historique. Et donc, cet article s'appuie sur des textes en nombre assez limité. Il en cite certains, il ne donne jamais de référence, mais les rapprochements permettent d'établir une sorte de bibliothèque sur laquelle se fonde Georges Renard pour discuter du marxisme. Il s'agit de socialisme utopique et socialisme scientifique, qui ont été traduits par Paul Lafargue en 1880 à partir de l'Anti-Düring. Il s'agit du premier livre du Capital, dont on a parlé ce matin, traduit en 1872, à partir de 1872. Il s'agit du Manifeste communiste, traduit lui en 1886. Pour le reste, les lectures de Georges Renard sont exclusivement françaises. Il s'agit en fait des ouvrages de vulgarisation des interprètes marxistes français, comme Jules Guesde ou Paul Lafargue, ou Gabriel Deville également. Donc vous voyez que Renard a une connaissance qui est fragmentaire du marxisme et qui est proche de celle de ses contemporains en réalité.
Et peut-être qu'il est en mesure de lire l'allemand, ça je n'en ai pas eu la preuve, mais même s'il a la capacité de lire l'allemand, je n'ai pas trouvé non plus de preuve qu'il ait cherché à en savoir plus sur Marx. Il semble se contenter de cette bibliothèque minimale. Cette lecture partielle et médiatisée de Marx fonde une double critique, une critique qui est d'abord politique et qui reprend les thèmes qui ont été abordés sur le naturalisme et sur l'influence allemande sur la pensée française. C'est pour ça que ces articles précédents sont importants, puisque la philosophie de Marx est apportée, dit-il, toute faite d'Allemagne, elle est conforme à la tendance qui a régné dans ce pays, et en raison de cette origine, elle ne connaît que la force dont elle entretient le culte. Et les disciples de Marx sont continuellement comparés à des fanatiques religieux qui défendent l'équivalent d'une religion. La deuxième critique prend pour objet la méthode d'analyse de Marx. Son ambition scientifique est essentielle et Georges Renard la partage. C'est l'objet de la longue citation que je vous ai mise dans le deuxième paragraphe. Vous voyez très bien que Georges Renard se différencie de Marx en expliquant que cette logique implacable est trop mathématique, trop systématique. De même, Georges Renard partage l'approche historique revendiquée par Marx, tout en considérant qu'elle se trouve réduite à une simple histoire économique. Donc, qu'elle soit politique ou scientifique, cette lecture critique de Renard vise moins Marx lui-même, qui reste assez globalement en dehors de sa critique, et se dirige beaucoup plus sur les partisans de Marx en France, participant ainsi à l'idée d'un marxisme à la française, vulgarisé à outrance et mal digéré par les guédistes, vision qui a été très largement révisée par l'historiographie depuis un certain nombre d'années maintenant. En tous les cas, cette lecture à charge, il en fait même une figure littéraire, celle du rival du héros dans le roman à thèse qu'il donne en 1892, La conversion d'André Savenay, dont les discours reprennent presque mot pour mot ce que Renard utilise pour critiquer le marxisme français dans ses articles. Ainsi, il va parler de l'opposition entre, je cite, un socialisme hargneux et violent, selon l'évangile de saint Marx, qui se distingue de son propre socialisme fraternel et libertaire. Mais la preuve que cette lecture est finalement très franco-française tient dans la décision du Vorwärts, qui est le journal, le quotidien de la social-démocratie allemande, de publier le roman en feuilleton entre le 30 juin et le 2 septembre 1893, alors même que le SPD est devenu le symbole de l'orthodoxie doctrinale marxiste en Allemagne. Alors ces critiques, elles ne s'éteignent jamais totalement, puisque en 1906, lorsqu'il s'efforce de réfléchir à la méthode scientifique de l'histoire littéraire, il continue de condamner le socialisme de Marx et de ses disciples, qui se piquent de, je cite, « renoncer aux chimères, de ne relever que de la science et de se moquer de la fraternité et autres fariboles, et de rester adepte de la force, cette accoucheuse des sociétés en travail ». Et donc là, vous voyez qu'en fait, il répète continuellement les mêmes types de critiques, celles qu'il a énoncées dès 1887. Ces vieilles critiques, elles vont être réactivées pendant la Première Guerre mondiale, où plus que jamais, le marxisme est rejeté parce qu'il est allemand, déterministe, fanatisé, contraire à toute identité intellectuelle française supposée. Et c'est une critique qu'il partage avec d'autres, avec le germaniste Charles Engler, avec Edmond Laskin, qui traduit l'Anti-Düring d'Engels. Et c'est ce petit groupe qui va participer à la fondation d'un nouveau parti socialiste qui veut maintenir l'esprit de l'union sacrée et s'opposer à la fois aux excès des communistes comme aux compromissions des socialistes. Donc tout en restant vive, vous voyez que la critique du marxisme se complexifie progressivement et elle va surtout gagner en ampleur à partir de 1894, car Georges Renard prend alors la tête de la revue socialiste et succède à Benoît Malon qui est mort l'année précédente. Dans cette phase, la critique du marxisme devient une pierre de touche pour définir un autre socialisme scientifique, mais ouvert à l'idéal, qui considérerait l'unité du but, mais la diversité des moyens, et qui s'appuierait sur la tradition révolutionnaire française. C'est donc en prenant la direction de la revue socialiste en 1894 que Georges Renard va systématiser sa critique du marxisme. L'article d'ouverture qu'il publie en mai 1894 donne le ton. Le socialisme y est défini par deux mots. Il est intégral parce qu'en fait, il doit concerner tous les aspects de la transformation sociale, la philosophie, l'art, les lettres, etc. Il est ensuite synthétique parce qu'il doit concilier des principes apparemment contradictoires, l'individualisme et la solidarité, la décentralisation politique et le collectivisme en économie, l'égalité en droit mais l'inégalité de fait, le national et l'international, la science et l'idéal,
Et sous la direction de Georges Renard, cette revue socialiste qui se veut une revue œcuménique s'affirme comme le pôle intellectuel d'un socialisme réformiste. Et apparemment, les marxistes sont ménagés, puisque Marx n'est même pas mentionné par Renard dans cet article d'ouverture, mais c'est bel et bien contre eux que Renard va s'affirmer. C'est Gabriel Deville qui va lui donner l'occasion de se définir contre les marxistes. Gabriel Deville qui avait reproché à Benoît Malon de se rêver chef d'école, d'avoir eu la prétention sacrilège de corriger et de compléter la doctrine de Marx. Et Georges Renard va défendre la liberté critique ainsi qu'un mot d'ordre, élargissez le socialisme. Ce mot d'ordre s'appuie sur une méthode qui consiste à embrasser le problème social sous tous ses aspects et à poursuivre la transformation économique, politique, intellectuelle et morale des sociétés. Et à nouveau, c'est moins Marx qu'il critique lui-même que les partisans français de Marx, enferrés dans un credo déterminé par les opinions de Marx et qui perpétuent, je cite, la survivance fâcheuse des pieux agenouillements devant un chef ou un ancêtre passé Dieu. Et il conclut sa diatribe contre Gabriel Deville, le marxiste, ni maloniste malgré notre affection pour Malon, ni marxiste malgré notre estime pour Marx, socialistes nous sommes, rien que socialistes, et nous ne voulons pas être autre chose. Ainsi, la critique de Marx n'est pas non plus contradictoire avec une certaine estime qui se fonde sur une interrogation réelle sur la validité théorique de l'œuvre de Marx. Car, dit Renard, il faut toujours distinguer entre un maître et ses disciples. Renard reconnaît, vous le voyez, les apports scientifiques de Marx, et quand il s'agit de défendre ses vérités acquises, il n'hésite pas à défendre Marx contre ses opposants bourgeois. Ainsi, le philosophe Alfred Espinas, qui, à la Sorbonne, critique la pensée de Marx, Renard va expliquer que Marx entend réformer la production déraisonnable et lui donner pour règle les besoins réels et scientifiquement constatés de la collectivité. Donc, quand il s'agit de défendre une interprétation positive de Marx, Renard n'hésite pas non plus à faire valoir les apports scientifiques du philosophe allemand. Mais ce coup de chapeau n'est qu'une politesse, dans la mesure où Renard ne semble pas chercher à lire Marx, même pour le réfuter. Et en cela, il diffère profondément de Charles Landler, dont il sera question dans la prochaine communication de Christophe Rochasson. Renard reconnaît que peu d'œuvres sont accessibles au public français, mais il se satisfait de cette ignorance. Le Capital, par exemple, et considère-t-il, la Bible des marxistes, demeure pour la plupart des Français plongés aux 2/3 dans une ombre mystérieuse, une ombre de sanctuaire, mais en réalité, il ne cherche pas à approfondir sa connaissance des textes. Il se satisfait de ce qu'il a sous les yeux. La réalité, en fait, c'est que Georges Renard considère que la pensée de Marx n'est pas originale, puisqu'en fait, Marx n'a fait que résumer en lui l'œuvre de plusieurs générations. Marx, selon Georges Renard, est également daté, puisque ses prétentions scientifiques, son positivisme social étroit, solide et sec, portent gravé sur lui la date de sa naissance, donc il est déjà dépassé. Et sur ces deux points, la critique de Renard rejoint celle d'autres critiques du marxisme de la même époque. La différence, c'est que Georges Renard est âgé de 20 ans de plus que des intellectuels comme Charles Landler, par exemple, et que Georges Renard a posé les cadres de son socialisme en fonction de 1848 et de la Commune. Marx n'arrive que bien après. Il peut donc amender tel ou tel aspect d'une pensée déjà construite, mais en réalité, il n'a pas besoin de Marx pour se construire une idée du socialisme. Ainsi, Renard ne réfléchit pas contre Marx, il réfléchit tout simplement sans lui. Cette indifférence est d'ailleurs confortée par l'idée que le marxisme s'adoucit de lui-même. Ainsi, Renard souligne que les derniers textes d'Engels, traduits dans la revue L'Ère Nouvelle en 1894, montrent que le matérialisme historique ne se réduit pas au simple rapport de production, ou alors il explique que les marxistes intègrent de plus en plus l'esprit de justice, le sentiment. De sorte que Renard se pose la question, à quoi sert-il de lire Marx, puisque de toute façon, Marx se transforme dans le sens d'une évolution du socialisme qui serait de plus en plus ouvert et œcuménique. En revanche, ce qui est discuté, ce n'est peut-être pas le marxisme, mais le matérialisme historique. Et là, l'expression apparaît continuellement dans les œuvres de Georges Renard. Matérialisme historique qui semble prêter le flanc à la discussion, puisque l'expression désigne une explication des phénomènes sociaux en fonction des rapports de production et une dynamique de l'histoire par la lutte des classes. La construction de cette expression est complexe et elle se fait autour de la discussion des textes d'Engels bien plus qu'autour des textes de Marx. Cette catégorie de matérialisme historique est discutée par Renard alors qu'il dirige la revue socialiste, mais de façon plus diffuse, plus nuancée. Ainsi, en 1897, il prononce une conférence au Collège libre des sciences sociales dans laquelle il propose une méthode d'étude de la question sociale.
Et cette méthode procède en 3 mouvements articulés, d'abord réaliste pour déterminer les faits, idéaliste ensuite pour fixer un objectif qui permet à ces faits de s'organiser les uns par rapport aux autres, et enfin une méthode mixte qui permet de construire un idéal de société. Et pour Renard, le marxisme est essentiel dans la construction de la première étape, établir les faits qui permettent d'orienter l'action. Ainsi, le marxisme doit prendre place dans la définition d'une science de l'idéal social qui détermine les conditions d'une société plus prospère, plus libre, plus juste que les sociétés d'autrefois et d'aujourd'hui. S'agit-il alors d'une science sociale? Est-ce que ce n'est pas en réalité du socialisme? Il faut bien considérer que Renard ne considère pas les deux séparément. Le socialisme, explique-t-il, sera triplement scientifique, conforme à l'évolution historique, conforme à la justice, conforme à l'intérêt général. Et cette perspective sert de fondement méthodologique pour les cours qu'il va prendre en charge au Conservatoire des Arts et Métiers, puis au Collège de France. Donc en dernier lieu, vous voyez que Renard instaure une sorte de dialogue critique qui est au fondement d'une science sociale du travail. Science sociale du travail que Georges Renard va professer d'abord au Conservatoire des Arts et Métiers sur une chaire intitulée « Histoire du travail » qui a été créée à l'instigation de son grand ami ministre du Commerce Alexandre Mirand en 1900. Et cette période, à partir de 1900 et de son retour en France, va ouvrir une période de renouvellement. D'abord parce que Georges Renard s'insère dans les réseaux de la nébuleuse réformatrice, étudiée par Christian Topalov. Il adhère ainsi à l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, qui par beaucoup a été considérée comme une sorte d'association qui anticipe le Bureau international du travail d'après la Première Guerre mondiale. Cette association avait été fondée en 1900. Ensuite, parce que Georges Renard gravite dans le réseau des socialistes normaliens. Georges Renard, alors presque sexagénaire, renoue contact avec l'école par l'intermédiaire de son neveu, Georges Wellers, conscrit en 1897. La relation avec ces jeunes générations normaliennes n'est pas toujours évidente. Charles Péguy, par exemple, s'oppose très fortement à Renard au moment de l'affaire Dreyfus. Il n'en reste pas moins que dans ce contexte, Georges Renard va écrire, avec la collaboration de Paul Mantoux, de François Simian et d'autres, un livre intitulé « Le socialisme à l'œuvre », publié en 1907. Ce livre est mis au point collectivement lors de discussions qui ont lieu chez Georges Renard, et la préface manifeste tient à nouveau le matérialisme à distance et avance encore davantage sur la voie d'un socialisme réformiste. Est-ce que c'est ce socialisme qui fait son entrée au Collège de France la même année en 1907 ? Puisqu'en fait, la chaire intitulée « Histoire du travail », qui est créée à cette date, pourrait paraître une innovation radicale. Elle marque certes une étape importante dans la transformation du travail en objet d'étude, mais elle doit être comprise dans un contexte intellectuel particulier. C'est l'action des réseaux réformateurs, d'abord, qui ont fait du travail un objet de connaissance, qui doit être saisi par des catégories nouvelles, la catégorie du chômage, par exemple, ou alors avec des outils nouveaux ou mieux élaborés, comme des statistiques. Ensuite, le travail fonde des politiques sociales naissantes, réfléchies par des institutions privées ou publiques, que ce soit le Musée social, l'Office du travail ou le ministère du Travail, qui est fondé en 1906. Le nouvel enseignement de Georges Renard au Collège de France reprend les fondements de sa conception d'un socialisme ouvert, fondé sur une science sociale établie. Il réaffirme ainsi sa relation critique au matérialisme historique dans sa leçon inaugurale, par exemple en disant que l'histoire a compris que le dessous explique le dessus, que les règles et procédés suivant lesquels une société donnée produit, échange, répartit la richesse contiennent en puissance la plupart de ses lois et de ses actes. Mais, explique-t-il, il ne s'agit pas de matérialisme historique. Et là encore, on retrouve le rapport critique à Marx, réaffirmé dans sa leçon inaugurale. Cette vision de l'histoire l'a réduit à une simple combinaison mécanique entre des rouages aveugles et inconscients. Contre ce matérialisme historique, Georges Renard veut une science qui procède par analyse, puis par synthèse. Donc, même si Renard se définit comme un socialiste avéré dans son enseignement, on peut douter que cet enseignement, finalement, introduise le marxisme au Collège de France. L'écrivain Lucien Maury, par exemple, qui présente le cours de Georges Renard en 1910 dans la Revue Bleue, écrit « Faire appel à Georges Renard, c'était en quelque sorte proclamer que l'on mettait Karl Marx et Ferdinand Lassalle sous le patronage de Rousseau et Voltaire, c'était satisfaire les audacieux sans rompre une évolution ». Donc en fait, une rupture qui en réalité est assez nuancée, tout simplement parce que ce qu'introduit Georges Renard, c'est plus une manière globale d'envisager l'histoire, plus que des principes marxistes bien identifiés. Il n'en reste pas moins qu'aux yeux de ses collègues, la science sociale de Renard n'est qu'un socialisme révolutionnaire déguisé,
puisque quand il entre au Collège de France, il va vouloir révolutionner l'institution, raconte-t-il. C'est l'objet des citations que je vous ai mises, qui sont un peu longues, mais vous voyez à la lecture qu'en réalité, l'ambition de Georges Renard, quand il entre au Collège de France, c'est de transformer l'institution en laboratoire de sciences sociales, en organisant une manière collaborative de travail. Évidemment, il se voit adresser une fin de non-recevoir par ses collègues qui refusent de participer à ce projet. Qu'à cela ne tienne, Georges Renard va expliquer que puisqu'il n'arrive pas à faire travailler ses collègues ensemble, on n'a qu'à en recruter de nouveaux. Donc il va appuyer la candidature de jeunes collègues qui partagent ses idées, et l'un des collègues qui partagent ses idées, c'est François Simian. En 1911, Émile Levasseur meurt, sa chair est libérée, et donc Georges Renard va avoir pour ambition de faire élire François Simian. Il organise donc l'élection, mais en 1912, mais il va partir une semaine juste avant le vote, ce qui permet à ses adversaires de s'organiser, puisque ses adversaires s'effraient de voir le socialisme entrer au Collège de France, et vont s'arranger pour faire échouer cette première candidature de François Simian dès 1912. Qu'à cela ne tienne, Georges Renard ne va pas renoncer pour autant, à défaut de transformer l'ensemble des enseignements, à défaut de faire entrer des professeurs qui partagent ses idées, eh bien il va agir sur ses propres cours. Il va ainsi diviser son enseignement en deux. Dans la leçon du lundi, il va... Alors voilà, là je vous ai mis les différents cours. Dans son cours du lundi, vous allez donc avoir les cours publics professés ex cathedra, donc des cours magistraux, dans lesquels il va revenir sur des aspects très généraux de l'histoire du travail. Et dans le cours du mercredi, il va faire ce qu'il appelle des leçons familières, des formes de laboratoire dans lesquelles il va faire discuter ses étudiants à partir de documents, une sorte de science à l'œuvre qui est construite dans ces petits groupes. Mais comme ils existent de toute façon dans l'institution, ce n'est pas non plus une révolution radicale. Et cette organisation en deux de ces cours vous explique pourquoi dans les archives, ces notes de cours sont organisées différemment. Donc sur la gauche, vous avez ce cours du mercredi, et vous voyez que l'un des mots qui apparaît en premier, c'est laboratoire, parce que lui envisage cette séance du mercredi comme un laboratoire. Et à droite, vous avez le manuscrit très propre, très bien organisé, de ces cours magistraux dont la BHVP a conservé tous les textes. Donc, ce fonctionnement, vous voyez, se veut une sorte de mise en application de principes de la science sociale. Est-ce que pour autant on peut parler de Marx qui entrerait au Collège de France ? On pourrait statuer par la négative en expliquant que finalement Renard utilise assez peu Marx et les marxistes. C'est la raison pour laquelle je vous avais mis, pardon, excusez-moi, la bibliographie de son dernier cours de 1929-1930, qui est son cours le plus général, et en fait dans la liste des auteurs qu'il cite n'apparaît aucun marxiste, n'apparaît non plus aucune des œuvres de Marx. Ce qui apparaît en revanche, ce sont des références beaucoup plus modernes, si on peut dire, c'est-à-dire par exemple des socialistes normaliens, donc qui sont en train de construire la science sociale. Vous voyez apparaître Charles Gide, vous voyez apparaître aussi les Webb à un endroit, ce sont aussi les socialistes de la chaire allemand. Bref, ce sont d'autres références que Marx. Marx n'apparaît pas. En revanche, dans le détail des cours, on peut avoir une réponse plus nuancée, et je vous propose de terminer cette intervention par le cours sur le chômage que Georges Renard tient en 1912-1913. Et en fait, ce cours sur le chômage est assez intéressant parce que la leçon inaugurale, le 7 décembre 1912, semble très éloignée du marxisme, voire d'une approche scientifique rigoureuse. Il évoque le chômage avec le vocabulaire de la justice sociale, de la dénonciation morale. Il emploie des sources littéraires comme des sources qui montrent ce qu'est le chômage. Donc il utilise les contes à Ninon de Zola, par exemple, comme une source équivalent à une statistique, et il l'explique ainsi. Mais au fil des leçons, Renard va définir le chômage pour en faire une conséquence nécessaire de l'organisation capitaliste de la production. C'est une conséquence nécessaire de l'appropriation privée des moyens de production qui entraîne la concurrence et l'anarchie de la production et qui donne lieu à ce qu'il cite comme étant une réserve de main-d'œuvre au chômage lorsque la crise survient. Ces lectures des notes de cours de Renard pourraient montrer que si Marx n'est pas considéré comme une référence scientifique en tant que telle qui peut être citée dans une bibliographie, ces catégories d'analyse très globales peuvent faire partie d'un langage suffisamment courant pour se passer d'explications et être utilisées de façon courante dans son cours. Ce vocabulaire se trouve pris dans un champ de référence beaucoup plus large, qui sont ceux en fait des nébuleuses réformatrices. Georges Renard n'enseigne donc pas les idées de Marx au Collège de France, pas plus qu'il n'y fait référence. Depuis 1900 et son retour à Paris, ses réseaux de sociabilité l'entraînent vers d'autres références qui sont celles de la science sociale en élaboration dans la nébuleuse réformatrice.
La discussion critique sur le matérialisme ne disparaît pas totalement, mais elle ne fait qu'affleurer pour mieux affirmer un parti pris méthodologique. Et je conclus, cette leçon d'ouverture du dernier cours de Georges Renard, avec son allusion à peine voilée à la pensée de Marx, est la dernière trace, vous le voyez, d'une longue critique contre le marxisme que Renard a menée pendant toute sa carrière intellectuelle. Cette critique suit globalement les rythmes de la traduction et de la compréhension des idées de Marx en France. Dans un premier temps et jusqu'à la fin des années 1880, Marx est surtout connu sur la foi de témoignages, comme celui de Benoît Malon, ou par des représentations assez imprécises, parce que les textes ne sont pas aisément ni totalement disponibles, et ces représentations sont constamment parasitées par des représentations plus vastes sur l'Allemagne, sur la science, sur la Révolution. Et pour Georges Renard, la critique porte alors sur les marxistes et non pas sur Marx lui-même. Dans un second temps, à partir des années 1890, cette lecture se modifie parce que davantage de textes sont disponibles en français, parce que les discussions sont plus facilement accessibles, le socialisme devenant une force politique de plus en plus importante. En 1893, par exemple en France, c'est une cinquantaine de députés qui arrivent à la Chambre des députés. Donc, à partir de 1900, ensuite, et surtout après la Première Guerre mondiale, ces lectures politiques de Marx très critiques se maintiennent, mais elles concernent de moins en moins la pertinence de Marx comme théorie sociale et historique d'ensemble, pour que en fait, il s'agit plutôt d'un usage précis dans les sciences sociales. La lecture de Marx par Georges Renard reprend donc tous ces grands rythmes, avec des particularités évidentes, puisqu'en fait c'est un aîné, c'est quelqu'un qui a fait son apprentissage politique dans la Commune, et c'est quelqu'un qui se situe à l'intersection entre le monde intellectuel et le monde politique. Et de ce fait, il tient ensemble une interprétation à la fois politique et méthodologique de Marx, deux interprétations qui ne respirent pas au même rythme, on l'a vu. La lecture politique de Marx est précoce, beaucoup plus prégnante que la lecture scientifique de Marx, apparemment plus fragile, mais qui en réalité se révèle plus durable chez Renard, puisqu'en fait elle se maintient jusqu'à 1920-1930. Donc plus que ses travaux eux-mêmes, c'est parmi les intellectuels socialistes et les réformateurs sociaux du tournant du siècle que Georges Renard va finalement puiser ses références. Il n'en reste pas moins qu'il reste un symbole d'unité en fait, de cette pensée socialiste, de continuité plutôt, et c'est ce qu'exprime Charles Andler en 1897 dans un télégramme qu'il adresse à la fondatrice du Collège libre des sciences sociales, Dick May, pour s'excuser de son absence à une conférence de Georges Renard. Charles Andler écrit « C'est un vrai maître et un des rares hommes de sa génération avec qui nous puissions être absolument d'accord, d'idées et de cœur. Voilà un guide. Il n'y a que les grands de 1848 qui aient eu ce don de ne jamais vieillir et d'être toujours à l'avant-garde. Nous sommes au moins 10 000 jeunes qui pensons cela. Dites-le lui. » Le témoignage est peut-être exagéré, mais ça vous donne une idée en fait du rôle qu'a pu jouer Georges Renard dans cette réflexion constante sur le marxisme sur une longue période. Je vous remercie. Merci Emmanuel Jousse pour cette présentation très éclairante sur un penseur un peu, disons, moins étudié. Et j'ai trouvé particulièrement intéressante l'analyse de l'entrée du marxisme ou non, du socialisme réformiste, à partir de l'analyse des méthodes de travail dans les cours et même à partir de cette volonté de restructurer le Collège de France. Et je crois que c'est une idée intéressante qu'il faudrait peut-être encore poursuivre. Je crois qu'elle est très riche. Donc j'ouvre la salle aux questions.